8h45, les grands débats. Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, si vous avez le temps, bien sûr, d'en placer une. 0826 300. Et on vous souhaite bon courage. Et on va vous y aider, ne vous inquiétez pas. Mais Soyez courageux. Appelez-nous 0826 300 300. On va revenir sur la prise de parole du président Zelensky devant les parlementaires hier. On vous attend au standard. À tout de suite, 0826 300 300. Et oui, c'était hier après-midi, cette prise de parole. Et ça fait réagir, effectivement, Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. On va commencer par Elisabeth Lévy. Allez. D'abord, il y a quelque chose d'inouï dans cette guerre, si vous voulez. Imaginez si le président Zelensky avait dû aller physiquement dans tous les parlements auxquels il s'est adressé. Il aurait passé 3 semaines à faire que de l'avion. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il s'est adressé au parlement de beaucoup de grandes puissances, et je suppose que c'est pas terminé, beaucoup de pays. C'est assez inouï déjà, si vous voulez. Les effets de la pandémie. C'est déjà c'est plutôt là, c'est pas tellement la pandémie qui l'oblige à faire ça. Non, mais de la technologie, je veux dire. Mais de la technologie, c'est assez inouï quand même, je pense, comme ce qu'on voit. Alors bon, je dois vous dire, évidemment, on peut avoir à la fois beaucoup d'admiration pour le président Zelensky. Je laisserai Françoise faire l'exégèse de son discours, parce qu'elle m'a dit des choses fort intéressantes dans les coulisses, et sur ses allusions, parce qu'il n'a pas choisi la résistance, comme tu me l'avais dit, Françoise, il a choisi parlé Verdun. de Verdun. Alors Françoise va faire ça, mais il y a quand même ukrainiennes actuellement à Verdun. J'admire beaucoup le courage, la résistance des Ukrainiens, évidemment, à la fois étonnante et tout à fait digne d'admiration. En revanche, si vous voulez, l'entreprise de culpabilisation, si vous voulez, par le président Zelensky des pays européens ou des pays occidentaux, en trouvant qu'on n'en fait jamais assez, que ça commence, je trouve, nous sommes quand même, soit nous entrons en guerre, et il ne me semble pas que nous ayons décidé de le faire, soit, si vous voulez, je crois que nous allons assez loin dans l'aide. Et quand il dit Total doit faire ceci, Auchan doit faire cela, je trouve qu'il va un peu loin. Avec derrière, en plus, on y reviendra peut-être, mais le chef de la diplomatie ukrainienne qui appelle en fait au boycott du groupe Renault. Là, c'est un peu une ingérence, si vous voulez, inacceptable, je trouve. On va y revenir, mais d'abord sur le fond. Françoise de Gois, Elisabeth parlait d'un discours un peu de culpabilisation. C'est ce que vous avez ressenti aussi hier en le regardant? D'abord, il est très fin, Zelensky. D'abord, il est très courageux. Il faut quand même, au-delà de tout, voilà, ça c'est le chapeau, c'est le titre, le courage de Zelensky. Après, il est malin politiquement parce que aux Italiens, Verdun, c'est un traumatisme pour nous. Vraiment, c'est une boucherie. Aux Italiens, une autre boucherie, quelque chose qui les a traumatisés. Ce qui les a le plus traumatisés, c'est le bombardement de Gênes, effectivement. Et donc, quand il a parlé 1943-44, donc quand il a parlé du bombardement de Gênes, là, c'est quelque chose qui a frappé. Donc, il frappe les cœurs. Donc, par les Américains, non oui, bien sûr. Les Alliés. Et par les Alliés. Et donc, il y a quelque chose qui est... alors, après, moi, au-delà de Zelensky, il faut le comprendre. Son pays est pilonné. Son seul moyen à lui, c'est sa parole. Donc, évidemment, il peut avoir des excès de parole. Je le trouve un peu gonflé, devant la Knesset, quand il explique les Ukrainiens qui ont défendu les Juifs, c'est absolument faux. C'est les taux de... C'est vraiment de la réécriture de l'histoire scandaleuse. C'est comme Villepin, quand il avait fait de la France, ce vieux pays qui n'a jamais mis un genou à terre. Bon, on était content, mais enfin, je ne me souvenais pas le discours de l'ONU. Quand vous le regardez, c'est un tissu de conneries quand même. Il faut quand même se le dire. Bon, et non, mais voilà, là, tu parles, les Juifs, c'est les taux les plus puissants, si vous voulez, d'extermination, c'est Ukraine, Lituanie et Pologne. Donc bon, voilà, je vois bien, mais là où je suis plus d'accord. Alors il faut dire aussi, j'ajoute pour pas qu'on se fasse, c'est que à la fois, il y a eu beaucoup de gens qui ont prêté main forte aux nazis et beaucoup de gens qui ont eux-mêmes, beaucoup d'Ukrainiens qui ont été eux-mêmes massacrés, Polonais, etc. C'était tout. Vous avez raison de préciser, François. Donc il met la pression parce que sa seule arme, c'est la parole, c'est son attitude. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter de toute façon. Deuxième point, sur, comment dirais-je, sur la culpabilisation. C'est pas tant Volodymyr Zelensky qui me gêne, c'est ce qu'a fait le Parlement ukrainien.
ukrainiens, c'est-à-dire Paris sous les bombes. Je trouve ça absolument traumatisant. Peut-être que ça sera le cas un jour, mais en tout cas, c'est pas possible de faire justement ce qu'il en est sur cette vidéo. Une deepfake, en fait, c'est une deepfake. Ce montage vidéo où vous voyez avec finalement des images de Paris et des bombes qui tombent. Et là, ils ont fait ça avec Berlin. Alors là, cette fois-ci, ça a été plus intelligemment fait parce qu'il y a eu tellement de récrimants que c'est pas le Parlement qui a tweeté officiellement. Le Parlement a retweeté une vidéo qui ne venait pas de lui, en réalité, donc il ne la signe pas. Mais c'est la même chose sur Berlin. Vous voyez la porte de Brandebourg en train d'exploser, etc. Là, je ne suis pas d'accord. Et on voit les Ukrainiens venir se battre pour Paris au Berlin ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En disant ça, on garde le chapeau, s'il vous plaît, d'Elisabeth et moi, en disant ça, il y a un agresseur, c'est Poutine. Donc rien ne peut justifier ce qu'a fait Vladimir Poutine. Donc il faut être clair là-dessus. Je le dis parce qu'on est rentré dans un moment hystérique, non pas hystérique d'ailleurs, délirant, où on ne peut même plus mettre un bémol sans donner le sentiment. L'autre jour, il y a plus de violence dans un sens. L'autre jour, je parlais du régiment Azov qui est 100% nazi, qui est épouvantable, qui est en plus officiellement rattaché à la garde républicaine ukrainienne. J'ai eu le malheur de parler de ces affreux Jojo. Je m'en suis pris plein la tête sur vous êtes poutinolâtre. Pas du tout. Mais donc on peut plus introduire de non, violence. mais moi j'en ai justement, je voulais juste dire, je suis frappé par le fait qu'une fois de plus, et je le fais aussi, ma chère Françoise a commencé sa phrase ou l'a fini en disant attention, hein, c'est bien Poutine l'agresseur. C'est-à-dire que, ce que je pense d'ailleurs, mais j'en ai un peu marre de montrer patte blanche, j'en ai un peu marre, et ça me rappelle cette émission où on a demandé aux candidats de dire est-ce que Poutine est un dictateur, si vous voulez. Non mais ça mange pas de pain en plus, c'est-à-dire que tout le monde exhibe, sa magnifique âme et sa grande vertu, si vous voulez, en disant, en crachant sur, vous savez, c'est la minute de la haine de Orwell. Alors, donc, non mais c'est vrai, il y a un peu de ça. Donc ça devient, il y a une atmosphère un peu pesante. Mais finalement, Zelensky, il n'a plus que ça de parler justement aux différents parlements. C'est ça son arme. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir, entre guillemets, d'utiliser cette arme-là ? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il joue toutes les cordes qu'il sait jouer. Il joue la corde émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, parce que ça là, elle manque pas de sel, qui est très hollywoodienne, dans lequel il parle comme un acteur de théâtre. C'est très puissant. Vous voyez les bombes qui explosent et vous dites pas un seul Ukrainien ne doit pouvoir, etc. Les familles arrachées. C'est très fort. Il a la force, il a l'émotion, il a le courage. Aujourd'hui, c'est un homme qui est surprotégé par l'ensemble des services spéciaux, je pense, de l'OTAN, services spéciaux américains, services spéciaux français, peut-être le GIGN, etc. Donc, mais voilà, ce qu'il montre de sa personnalité, la puissance de sa personnalité qui jaillit, ça va forcer jusqu'à la fin des temps, je pense, notre admiration. Et je crois que, oui, quel que soit ce qu'il est avec les débordements, il est admirable. Oui, et puis quand on a entendu certains députés ou sénateurs sortir justement après cette visioconférence avec Zelensky, on sentait qu'ils avaient été émus, qu'il y avait une certaine émotion aussi. Vous avez quand même, c'est quelque chose d'émouvant quand l'histoire se joue en direct devant vous, frappe à votre porte, etc. Donc on a le droit à la fois de dire que le président ukrainien est admirable et très courageux, et d'ailleurs pas seulement le président. Si vous voulez, on s'attendait pas. Rappelez-vous, c'était il y a un mois que cette guerre a commencé. Personne ne s'attendait. On s'attendait, si vous voulez. On était déjà à la phase d'après. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont renverser le gouvernement? Donc, cette résistance, si vous voulez, militaire, est quand même inouïe. C'est quand même l'armée russe. Je vous rappelle, c'est pas n'importe quoi. Donc, et on a le droit à la fois de dire ça et de critiquer un certain nombre de ses propos. On a cité ce qu'il avait dit sur les Ukrainiens pendant la guerre. Il a aussi dit que ce qui se passait aujourd'hui, c'était la Shoah. Il a dit ça à la Knesset. Or, il n'y a pas de volonté, visiblement, on ne le voit pas en tout cas, il n'y a pas de recherche d'extermination du peuple ukrainien par Vladimir Poutine. C'est pas ça ce qui est en train de se passer. Il se passe des choses horribles, mais pas cela. Et donc, si vous voulez, en fait, il faudrait écrire peut-être un jour un livre sur le retour de Hitler dans le, si vous voulez, dans le comme ombre portée du débat public en France. C'est tout le temps le point Godwin. Là, vous avez remarqué que Vladimir Poutine a parlé de
dénazification. De l'autre côté, on nous explique que Poutine, c'est Hitler. Donc il y a quelque chose là, si vous voulez, d'intéressant à analyser. Moi, ça me frappe. C'est la peur de l'ombre d'Hitler qui est en tout cas, qui est là. Un point, sans être pour conclure, poutinolâtre, je tiens quand même à préciser que Vladimir Poutine a énormément de défauts, notamment ceux d'un dictateur, mais il y a au moins un défaut qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas antisémite. Et ça, c'est quelque chose que tous les gens de la communauté juive que je connais bien à Moscou vous disent, également les rabbins. Il y a de très bonnes relations entre Vladimir Poutine et la communauté juive à Moscou et en Russie en règle générale. Je dis ça, je ferme la parenthèse, ça peut nourrir votre pensée. Voilà. Et ben voilà. En tout cas, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, vous restez avec nous. Bien sûr, on continue les débats. Puis avec vous, 0826 300 300 pour ça sonne déjà. Poser des questions. Bien sûr, vous êtes les bienvenus comme toujours. Allez, à tout de suite. 8h56. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 9h04, dans un instant, la suite des grands débats. Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Éric Revel. Et ça tombe bien, il est là tout de suite. Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour mesdames. Ce matin, mon ne cher les relancez pas Éric, s'il vous plaît. Il y a de l'idissipation là. Le jeudi, comme toujours. Bon, en tout cas, ce matin, Éric. Ah oui, voilà, c'est envoyé. Voilà, mais ce n'est pas pour vous, que pour vous, Françoise. Vous inquiétez pas. Ce matin, mon cher Éric, en tout cas, vous nous parlez de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Comment vous l'expliquez déjà cette dynamique? Quels en sont les facteurs, les raisons selon vous? Bon, alors parmi les explications de cette montée sondagière, la plus connue, c'est une raison rationnelle, c'est le vote utile à gauche. Françoise Degois en parlait ce matin dans son édito. Au moment où la campagne, on le sait, Jadot patine et celle d'Anne Hidalgo vire au naufrage. Mais il semble qu'un autre facteur doit être mis en avant, le projet économique très libéral d'Emmanuel Macron. Je vais vous expliquer. En effet, l'annonce d'un recul par le président candidat à 65 ans du départ à la retraite, d'un RSA, a-t-il dit, de droits et de devoirs, assorti de formation, ou de retravailler à 6 ou 7 euros de l'heure, une main-d'œuvre vraiment bon marché. Et du coup, ces annonces m'interpellent beaucoup. Des annonces du projet de Macron pas vraiment populaires, qui interpellent. Alors, y aurait-il, Éric, une raison plus cachée de la montée de Mélenchon ? Écoutez, en tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Alors, évidemment, les plus macronistes, bien que l'annonce de ce nouveau type de RSA fait des vagues, jusque et y compris dans les rangs de La République En Marche, les plus macronistes et une partie de la droite réformiste et libérale trouveront évidemment du courage au président candidat de mettre sur la table de telles réformes. Du courage de mettre donc ces réformes très très peu populaires, vous l'avez dit, Benjamin, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est une forme d'arrogance ou une stratégie politique? En tout cas, la gauche, Marine Le Pen aussi, dénonce finalement un projet et des mesures antisociales. Le mot a été prononcé. Et c'est là sans doute que la stratégie politique devient peut-être plus clair, en tout cas c'est mon analyse. Celui qui s'est positionné à gauche sur la défense du pouvoir d'achat et qui peut apparaître comme le bouclier antisocial, c'est justement Jean-Luc Mélenchon. CQFD, à l'insu de son plein gré ou par calcul politique, Emmanuel Macron ferait monter le vote en faveur du leader de la France insoumise et du coup se préparerait à l'affronter au second tour. Bon, Mélenchon au second tour, on en est encore loin, mais l'idée c'est un peu comme le pari Marine Le Pen en 2017, quoi. Oui, si mon analyse se vérifie avec un Mélenchon, même si vous avez raison, Marine Le Pen demeure la mieux placée d'après les sondages. Avec un Jean-Luc Mélenchon au second tour, sûr de lui et dominateur, Emmanuel Macron se sent largement capable de plier de nouveau le match et d'être réélu. Emmanuel Macron pourrait ainsi se targuer d'avoir battu Marine Le Pen en 2017 et de récidiver en 2022 avec Jean-Luc Mélenchon. Une nouvelle victoire qui obligerait du coup la gauche et la droite à se reconstruire, on l'a souvent dit, La République En Marche et ses alliés apparaissant tout d'un coup évidemment comme un pôle de stabilité politique. Et puis en attendant, un Mélenchon au second tour, pour ce dernier tour de piste du leader de la France insoumise, donnerait aussi, je le pense, un peu d'oxygène politique au débat public sous tension dans notre pays, avant d'ouvrir un quinquennat qui s'annonce évidemment sur tous les terrains très compliqués et très périlleux si Emmanuel Macron était réélu. C'est mon analyse, je l'assume et évidemment je la partage, et je me demande si Emmanuel Macron n'est pas en train de faire le pari voulu et souhaité d'un Jean-Luc Mélenchon au second tour. Voilà qui est dit. En tout cas, Éric Revel, merci à vous. Il relance le débat. On va faire réagir parce que ça va réagir. On va commencer avec Françoise Degois. Le bon pari de Macron de jouer la carte Mélenchon. Pas du tout. Je crois pas qu'il y a une. Je crois que l'Élysée feint d'en être les organisateurs, c'est-à-dire qu'ils font de la postéririsation. Je crois pas. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques personnages assez lucides à l'Élysée. Ils sont pas beaucoup, mais qui depuis une semaine commencent à se réveiller sur le mode. On peut pas continuer une campagne aussi foutraque en fait, en réalité, parce que les choses peuvent facilement leur échapper. Donc
mais je suis d'accord avec ce que vous dites, notamment sur le bouclier social. Et ça, c'est pas Marine Le Pen a reculé ses retraites, ce que n'a pas fait Jean-Luc Mélenchon. Dernier point, Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est la gauche en fait au second tour, donc la gauche elle est obligée de se reconstruire, mais pas autour de lui, puisque lui de toute façon ce sera son dernier tour de piste. La nouvelle génération elle est plus ouverte à une alliance avec les autres gauches que Jean-Luc Mélenchon. Donc ça veut dire que pour la gauche en tout cas, même si elle n'en a pas conscience maintenant, il y a plus d'espoir et d'ouverture à un Jean-Luc Mélenchon en finale que contrairement à ce qu'elle pense aujourd'hui, surtout pas de Jean-Luc Mélenchon, et il vaut mieux Marine Le Pen en finale, comme ça affûtera l'ardeur des militants. Voilà, c'est ça que je pense. Elisabeth. Ah bah voilà, on va enfin un peu se chamailler. D'abord, je dois dire que votre idée m'a traversé l'esprit quand j'ai entendu les grands ou les moyens esprits se rejoignent. Un premier rapprochement déjà dans cette Voilà, ça y est, je change d'alliance. Ah oui, vous aviez aussi. Ça m'a traversé. Oui, bah moi ça m'a. On dirait une verte, changer d'alliance. Mais allez-y, Elisabeth. si vous voulez, je suis quand même frappée toujours par le fait que, à la fois, on a la mémoire courte. J'ai fait ma chronique là-dessus lundi en disant, dans le fond, là, on voit le Mélenchon flamboyant qui parle aux pauvres, etc., etc. Et on oublie totalement le Mélenchon woke qui laissait entendre que les attentats de Mohamed Merah, c'était on nous l'a fait pas à nous, vous allez voir ce que vous allez voir, va encore y avoir quelque chose, comme si c'était une manip. Il avait parlé des incidents, le Mélenchon qui défile avec des islamistes et des antisémites le jour de la marche sur l'islamophobie. Il y a une espèce dans ce pays, il y a une indulgence, si vous voulez, pour les marottes d'extrême gauche qui me fascine. Je veux dire, vraiment, et je sais que par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a des qualités il n'est pas antisémite, et surtout, il n'est pas jamais dit qu'il était antisémite, j'ai dit qu'il avait défilé, je l'ai même redit lundi. Non, mais le procès en antisémitisme, je sais que vous le faites pas, mais le procès en antisémitisme a été fait. Oui, mais défilé. J'ai une explication, Elisabeth. Pardon, excusez-moi, je finis, François. Je finis là-dessus. Non, mais il n'est pas antisémite, mais il donne, si vous voulez, à des antisémites des gages que je trouve scandaleux. Oui, mais alors moi je vais vous donner mon explication. C'est que, en réalité, bon, vous avez raison, on taxe plus facilement l'extrême droite et on n'est plus gentillet globalement dans les médias avec l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, pourquoi les thèmes que vous rappeliez, et qui sont justes, à mon sens, ils sont passés au second plan? Mais parce que, en réalité, la guerre d'Ukraine a fait que tout se centre maintenant sur la question du pouvoir d'achat. Or, quand Emmanuel Macron, et donc le pouvoir d'achat et l'avenir social des gens, or quand Emmanuel Macron propose ces mesures antisociales ou pas trop populaires, en fait, il recentre tout le débat, au-delà de la guerre d'Ukraine, sur la question du pouvoir d'achat et de l'avenir social. Et dans la tête des gens, à tort ou à raison, la gauche est toujours apparue, à mon avis à tort, comme celle qui défendait le pouvoir d'achat et les classes moyennes. Et du coup, il se retrouve au centre du jeu. Et moi, je ne peux pas croire un seul instant, que tout ça, ce soit le fruit du hasard. Parce que les macronistes trouvent que c'est très courageux. Mais moi, je me dis, en fait, il est en train de favoriser, Emmanuel Macron avec ses propositions, un mur antisocial de réponse, et donc qui, dans la tête des gens, répond à ça aujourd'hui? Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que il faut juste... Parce qu'on a Claude qui nous appelle au standard. Une construction intellectuelle qui est intelligente, mais qui n'est qu'une construction. Merci, François. Non, mais c'est qu'une construction. Marine Le Pen... C'est fou, mais c'est intelligent. Non, pas du tout. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont les deux qui ont eu, il faut le reconnaître aussi à Marine Le Pen, qui ont eu le nez dès le début de faire leur campagne sur le pouvoir d'achat. Ça date pas de la conférence de presse de Macron. Mélenchon n'a fait que ça. Marine Le Pen n'a fait que ça. Et d'ailleurs, nos serviteurs ici, nous étions tous les trois à dire attention, peut-être pas Elisabeth, attention, le pouvoir d'achat en fin de campagne, on termine toujours dans ce pays sur le pouvoir d'achat. L'histoire est en train de nous donner raison à nouveau. Eh ben, 0826 300 300, on part dans les Hautes-Pyrénées avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bienvenue sur cette radio. On va vous faire un peu de place, pour vous sentir à l'aise. On va couper les micros. Et vous vouliez intervenir sur quel sujet, Claude? Donc pour McKinsey, moi je trouve ça... Alors juste pour rebondir vite fait sur ce qu'on vient de parler par rapport aux élections, il y a deux éléments que je voudrais juste rapporter là-dessus. C'est que le premier, vous mettez toujours donc M. Macron au deuxième tour. Moi je le vois plus avec un score à moins de 2 chiffres. Voilà, il y a tellement de mécontents tout autour. Voilà, on reste sur M. Macron au deuxième tour. Moi je ne le vois pas du tout au deuxième tour. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, il y a une campagne qui est quand même totalement faussée à la base, pour deux éléments. Le premier,
avec cette histoire de don de voix aux personnes qui se sont présentées pour les présidentielles. Et il y a une personne, notamment M. Asselineau, qui l'a pas eu alors que d'autres l'ont eu. Et ça, je trouve ça totalement scandaleux. Soit on met tout le monde, soit on met personne. Et une deuxième chose, lors du débat, 8 personnes sur les 12. Et ça, c'est totalement inacceptable. Voilà, dans une démocratie, c'est totalement inacceptable. Pour revenir sur McKinsey. Claude, juste une question. Vous voyez qui, vous, si vous ne voyez pas Emmanuel Macron ? Alors, d'après ce que je vois, les sondages pour moi sont totalement faussés. Moi, ce que je vois, d'après ce que j'entends, je vois plus M. Mélenchon, Mme Le Pen. Voilà, c'est pas mes courants favoris, mais voilà, je les vois plus. D'ailleurs, et je préférerais largement ça plutôt que 5 ans en plus avec cette personne qu'on a au pouvoir. On vous rappellera si vous avez vu juste en tout cas. Ensuite sur McKinsey. Sans souci. Donc pour McKinsey, je trouve ça totalement déplorable qu'on utilise des cabinets privés. On a largement des têtes pensantes en France qui sont largement bien formées, qui sont d'ailleurs recrutées dans les entreprises privées d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à leur formation. On donne des gens, donc de l'argent, à des cabinets privés qui peuvent avoir largement des conflits d'intérêts, sans se renseigner sur ces conflits d'intérêts, en leur donnant toutes les indications nécessaires qui peuvent être utilisées par d'autres entreprises multinationales, voire même d'autres États. Et ça, c'est totalement inacceptable. Inacceptable. On avait, et on a toujours, je pense, qu'on a toujours les moyens de rebondir, une France forte. Et là, on continue à détruire. On a détruit le système social, on a détruit le système sanitaire, on détruit le système éducatif, on a détruit toutes nos entreprises qu'on a délocalisées, et là, on est en train de détruire l'État. On est en train de nous détruire. Voilà, on est en train de nous faire un pays faible. Claude, on fera réagir juste après la pub, justement, Françoise de Gouin, Elisabeth Lévy et Éric Revel. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Et c'est la suite des grands débats. Nous sommes toujours en ligne ce matin avec notre invité Claude qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Et puis nos invités ce matin, en tout cas nos éditorialistes, Éric Revel et j'allais dire Françoise Lévy. Maintenant c'est presque la même. Elisabeth Lévy est là. Et vous pouvez commenter bien sûr. Françoise a été attachée sur un arbre, telle assurance touriste. 300. Et on revient sur le cabinet McKinsey. Et effectivement le McKinsey avec la question de Claude qui nous disait un petit peu qu'il était choqué de ce rôle de plus en plus important que prenaient ces cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Elisabeth Lévy, vous vouliez réagir? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Claude. Je suis d'ailleurs assez choqué que ça passe à finalement assez peu de foin. Ça devrait être un véritable scandale parce que c'est quand même, on nous explique donc que c'est ce cabinet qui a défini notre stratégie vaccinale qui dit à l'armée où elle doit dégraisser, ce qui est quand même un problème. Or, si vous voulez, un cabinet comme McKinsey, il a un but, et c'est tout à fait légitime, c'est de faire du profit. Si vous voulez, l'État a un but, c'est l'intérêt général. Si vous voulez, donc c'est quand même très ennuyeux de confier au privé, si vous voulez, des tâches qui devraient non pas être inspirées par la recherche de la rentabilité, mais par le souci de l'intérêt général. Donc, non, il y a là un véritable scandale. C'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé, mais je crois que les dépenses ont quasiment triplé pendant son mandat. Alors depuis 2018, je crois que ça a doublé par rapport à 2021. Et peut-être, Eric, je voudrais vous poser une question parce qu'il me semble aussi, on m'a souvent dit que en France, je ne sais pas si c'est vrai partout, il y a cette manie même dans le privé de doublonner des choses qu'on sait faire par le recours au consulting. Oui, alors je ne sais pas si c'est une spécialité française. En tout cas, c'est vrai qu'on est devant, à mon sens, un vrai scandale. Ouais. Parce que, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nicolas Sarkozy a commencé à utiliser les cabinets conseils lorsqu'il était président de la République. Mais là, en 2021, c'est un rapport sénatorial qui le dit, qui l'écrit. La facture s'est élevée à 1 milliard d'euros de conseils. Alors, il n'y a pas que McKinsey, d'autres cabinets conseils. C'est-à-dire une multiplication par 3 du recours aux cabinets conseils privés. Moi, je partage ce que vient de dire Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que on va se faire conseiller par un cabinet américain, jusque et y compris pour notre politique publique de défense. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de guerre en ce moment, on a la politique de défense française qui est en partie peignée, revue, mise en place par un cabinet privé de surcroît américain,
Hein, je rappelle que l'OTAN est sous domination américaine et que tout ça pose des problèmes. Je rajoute, parce que le rapport le montre, que non seulement il y a des dépenses considérables qui ont été faites avec des résultats très approximatifs, mais qu'il y a aussi des missions qui n'ont pas été accomplies par ces cabinets-là, dont McKinsey, alors qu'ils ont été payés. Donc ça pose non seulement une question de politique publique versus le privé, mais ça pose une question de transparence de l'utilisation de l'argent public. Donc j'ai entendu tout à l'heure votre expert fiscaliste dire que le PNF, le parquet national financier, pourrait peut-être se saisir de cette affaire, mais c'est un vrai sujet quand même. Et puis je rajoute que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires qui travaillent doivent se sentir complètement déchus de leur propre rôle. Alors deux choses l'une, ou bien ils sont pas compétents, on les forme, ou bien ils sont pas compétents, on en fait autre chose. Et je pense, parce que le recours au cabinet privé, c'est une vieille histoire en France, je le rappelais, depuis Nicolas Sarkozy, ou bien alors, il y a la mise en place d'un véritable système. C'est-à-dire qu'on va peut-être, à terme, je ne sais pas, je m'interroge, substituer une partie de la fonction publique au profit de cabinets privés. Ce qui permettrait d'ailleurs de faire la réforme que certains appellent de leur vœu dans la fonction publique et qui n'a jamais été mise en place. Moi, je me demande si on n'est pas en train de mettre en place un système. Si c'est ça qu'on fait en termes d'intérêt général, il y a vraiment un scandale d'État qui est en train de se profiler. C'est ce que disait Claude à l'instant sur la question aussi de la privatisation d'un certain nombre de secteurs publics aussi par le passé. Est-ce qu'on ne se rend pas vers ça? Donc ça, c'est une question effectivement qui se pose. L'autre question qui se pose aussi, c'est sur ce qu'on apprend également grâce à cette commission d'enquête sénatoriale, le fait que pas d'impôt sur les sociétés payées en France lors des 10 dernières années. La question, c'est aussi comment le gouvernement, en tout cas un ministère, peut décider de travailler avec un cabinet. Moi, je ne comprends pas du tout la position de Bercy. Je ne comprends pas du tout la position de Bercy sur cette histoire. Il se retranche derrière l'idée que le paiement des impôts est une sorte de secret qui intéresse l'administration et l'entreprise visée. Mais pardon, mais tout le monde sait que McKinsey, boîte américaine, paye ses impôts dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain. Donc rien que ça aurait dû attirer l'attention. Or, on découvre tout d'un coup que McKinsey a payé 170 € d'impôts, enfin une somme absolument dérisoire, et qu'il ne paye pas ses impôts en France. Mais comment est-ce possible, lorsqu'on confie autant d'argent à une entreprise, que de ne même pas vérifier, quand on sait que son siège social est au Delaware, enfin qu'il paye ses impôts au Delaware, paradis fiscal américain, que personne ne contrôle rien. J'ajoute que le Delaware, peu de gens le savent, est l'état d'origine de Joe Biden, et que vous savez, c'est un état notamment qui est un paradis pour les sociétés de carte bleue, Visa, etc., qui parviennent en gros à échapper globalement à l'impôt comme ça. Et Joe Biden a toujours été, en tant que sénateur du Delaware, attaché à défendre l'exemption, l'exception fiscale pour cet état et pour ces grandes boîtes de carte bleue. Je dis ça juste pour ajouter, si vous voulez, rappelez-vous ces discours très mélenchonistes quasiment quand il a pris le pouvoir. Pour conclure sur ce débat, il nous reste quelques secondes. Vous y croyez des poursuites judiciaires sur cette affaire McKinsey ou pas? Et est-ce que ça vous surprend qu'il n'y en ait pas eu déjà là de lancé? Oui, écoutez, si vraiment, je veux dire, le rapport sénatorial, il a été publié, il a été rendu public. Le Sénat, d'ailleurs, on peut lui tirer un coup de chapeau. Hein, c'est souvent le Sénat qui met en place des rapports qui ont dérangé le gouvernement en place. Alors, ok, le Sénat a une majorité de droite, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on peut noter. On peut quand même remarquer que sur des affaires moins importantes, tiens, je vais penser à François Fillon, par exemple, le PNF, par exemple, c'était saisi de manière très rapide, ou la justice sur cette affaire-là de non-paiement. Alors, je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal? C'est ça que je comprends pas. Non, mais au moins on a parlé d'optimisation. Alors justement, Elisabeth, que si une jurisprudence ne se saisit pas, on ne saura pas s'il s'agit d'optimisation fiscale agressive, comme disent les fiscalistes, ou bien s'il s'agit, oui, parce que c'est le terme. J'adore ce terme. Parce que l'optimisation fiscale agressive, ça veut dire que c'est légal, c'est borderline, mais c'est légal. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une fraude à l'impôt sur le revenu? Mais s'il n'y a pas d'enquête, on ne le saura jamais.
Mais est-ce qu'ils ont le choix, justement? Ils n'ont pas le choix. En période électorale, c'est compliqué, je suis d'accord. Bon, en tout cas, Claude, merci d'avoir posé la question, Claude, justement, et d'avoir réagi. Vous avez vu, ça a réagi aussi du côté d'Elisabeth Lévy, bien sûr, et d'Éric Revel. Merci à vous. Merci, Claude. Et il faut dire que Sud Radio est un des médias qui ne lâche pas cette affaire, alors que, comme dirait Françoise, elle est en train de passer crème. C'est quand même sidérant, ça devrait être, en fait, rappelez-vous le foin autour des quelques milliers d'euros que touchait chaque mois Pénélope Fillon, mais c'était quand même des petites sommes à la fin des fins, pas des petites sommes pour un individu. Même si la morale politique devrait être clean, Elisabeth. Oui, non, mais d'accord, mais rappelez, excusez-moi. C'est une histoire de principe, pas seulement Oui, c'est d'accord, mais enfin, si vous voulez, si on compare, vous venez de le faire. Non, mais moi je pensais au costume. Mais rappelez-vous, si vous voulez, la différence de traitement. On a passé toute la campagne sur le travail ou pas le travail de Pénélope Fillon. Non. On aura eu l'occasion en tout cas d'en parler assez largement ce matin, et c'était important aussi de pouvoir vous donner la parole et de vous entendre sur ces sujets-là. Merci beaucoup. En tout cas, il y a un autre Claude, sujet. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, merci beaucoup Éric Revel.